Bonjour et bienvenue à la leçon de 3.4, les cycles de nutriments dans les écosystèmes. Après avoir fini cette leçon, vous devrez être capable de faire la feuille d'exercice pratique de 3.4. Et donc, évidemment, dans cette section, on va parler beaucoup des cycles de nutriments. Juste pour vous donner un aperçu de certains cycles de nutriments dont on va discuter. Voici une vidéo de It's Okay to be Smart. Ça montre le recyclage du carbone et de l'oxygène. Donc, par exemple, le carbone est expiré par les humains en forme de CO2, absorbé par des plantes pour faire de la photosynthèse, pour produire des glucides. Les glucides dans les plantes sont ensuite mangés par les humains pour que le glucose là-dedans puisse être utilisé par les mitochondries dans nos cellules, le processus de respiration cellulaire. Et puis, lors de la respiration cellulaire, l'énergie est produite, mais aussi du CO2. Le CO2 est amené aux poumons de l'humain et puis expiré dans l'atmosphère pour être ensuite réabsorbé par les plantes. Et l'oxygène suit un trajet, une circulation, un cycle similaire. C'est absorbé par les humains en l'inspirant, amené aux mitochondries pour effectuer la respiration cellulaire. L'eau qui est produite comme produit est éliminée, c'est retourné au sol éventuellement, réabsorbé par des plantes pour aider avec le processus de fabrication de l'oxygène. Et donc, l'oxygène est dans l'atmosphère et puis réinspiré par les humains. Et donc, on va voir plusieurs de ces types de cycles dans cette section. Vous en connaissez un déjà, le cycle de l'eau. Et donc, juste pour récapituler comment ça marche, l'eau évapore dans les océans lorsque c'est réchauffé par le soleil. C'est condensé lorsqu'il y en a assez. Ça retombe vers la terre en forme de précipitation. Lors du ruissellement, ça entre dans les rivières, puis des lacs, et éventuellement à l'océan où c'est réévaporé et le cycle continue. Donc, les cycles de nutriments qu'on va voir sont similaires à celui de l'eau, mais avec des différences importantes. Et on va aussi voir comment les humains ont des impacts d'habitude négatifs sur les cycles de nutriments. Vous savez que lors du cycle d'eau, il y a plusieurs interruptions faites par les humains lors de la construction des réservoirs, l'urbanisation, la déforestation. Toutes ces choses contribuent ou impactent le cycle de l'eau de la même façon qu'ils interrompent d'autres cycles de nutriments. Et donc, lorsqu'on parle des nutriments dans cette section, dans le contexte écologique, on parle de ces 5 éléments vraiment. Hydrogène, carbone, oxygène, et azote et phosphore. Hydrogène et oxygène font partie de l'eau. Et donc, vraiment, dans cette section, on va regarder les cycles de carbone, azote et phosphore. Et donc, les nutriments sont des substances chimiques nécessaires à la croissance et aux processus vitaux des plantes et des animaux. Un aspect de ces cycles, de chacun de ces nutriments, c'est qu'ils sont entreposés à court terme ou à long terme dans ce qui s'appelle les réservoirs. Et selon le nutriment, ça peut être les océans, l'atmosphère, les masses terrestres, et il y en a d'autres selon le nutriment. Et ça, c'est une image qui juste montre le recyclage et le cycle des nutriments général pour chacun, n'importe quel nutriment, dans les océans, l'atmosphère, la terre, entre les choses vivantes, les roches, etc. Et donc, bien que les atomes de carbone, azote et phosphore ne changent pas vraiment durant leur recyclage respectif, c'est-à-dire l'atome de chacun ne change pas, la forme dans laquelle ces nutriments se trouvent peut changer énormément lorsqu'ils sont recyclés dans les écosystèmes ou dans la biosphère. Et donc, juste pour donner une idée de ce que ça veut dire la forme et les molécules, voici quelques exemples des formes de carbone. Et donc, la glucose ou les glucides, ça c'est une forme de carbone, c'est-à-dire c'est une substance qui contient du carbone. Une autre forme, ce serait le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, le charbon qui est du carbone pur, effectivement. C'est aussi présent dans les coquilles de certains animaux, surtout les animaux aquatiques, et dans plusieurs formes de minéraux. Et donc, ce sont tous des formes de carbone parce que ces différentes formes de carbone contiennent du carbone. Les formes d'azote incluent, mais ne sont pas limitées, à N2, l'azote qui se trouve dans l'atmosphère, l'ammonium, nitrate, donc juste différentes molécules qui contiennent de l'azote. Et tous les protéines qui sont formées des acides aminés contiennent aussi de l'azote. Et il y en a plein d'autres. Phosphore, même idée. L'ADN contient du phosphore, donc toutes choses vivantes qui contiennent de l'ADN, ça c'est presque toutes les choses vivantes, effectivement, ont du phosphore dans leur ADN. C'est aussi dans le ATP, c'est la source d'énergie ou la molécule de laquelle on tire l'énergie, comme les humains.
Et c'est aussi en grande abondance dans les minéraux d'apatite en forme de phosphate. Et donc, commençons avec le cycle de carbone. Donc, dans cette image, vous pouvez voir différents aspects de comment le carbone est recyclé dans la biosphère et dans les écosystèmes. Et donc, vous connaissez plusieurs aspects de cette image déjà, mais juste pour expliquer les nombres qui sont présents, les nombres indiquent le montant de carbone en gigatonnes, c'est-à-dire des milliards de tonnes de carbone présents. Donc, certains ont une gigatonne, c'est beaucoup, mais certains ont moins que d'autres. Et tu peux voir la plus grande réservoir de carbone ici, c'est les sédiments marins et les roches sédimentaires. Il y a d'autres assez grandes réservoirs, comme la matière organique dans le sol, l'atmosphère, les végétations terrestres, l'océan. Et tous ces réservoirs sont soit à court terme ou à long terme. Les sédiments, c'est à long terme. Mais ce que vous connaissez déjà, probablement, c'est la photosynthèse. Donc, c'était mentionné dans la vidéo au commencement, que le CO2, le carbone en forme de CO2, est absorbé par des plantes pour faire de la photosynthèse, ce qui produit des glucides. Les glucides sont ensuite absorbés ou utilisés par les consommateurs qui les mangent. Ils font de la respiration cellulaire, ce qui retourne le carbone en forme de CO2 qui est libéré dans l'atmosphère. Donc ça, c'est juste un aspect du cycle de carbone. Il y a aussi des échanges du gaz dans l'atmosphère et les plans d'eau, donc l'océan ou les lacs, surtout les océans. C'est aussi produit par des volcans. Et il y a toutes sortes de pratiques humaines qui contribuent, interrompent ce cycle. Et donc, juste pour regarder les réservoirs de carbone un peu plus proches, les réservoirs à long terme sont vraiment C2. Et quand on parle en termes de temps, long terme ou court terme, on parle de l'échelle du temps géologique, donc des millions ou même des milliards d'années. Donc, les roches sédimentaires et les sédiments marins, les océans, sont des réservoirs à long terme, c'est-à-dire des atomes de carbone individuels, peu importe sa forme, c'est d'habitude en forme de carbonate, mais peu importe sa forme, restent là pendant des millions d'années d'habitude. Les réservoirs à court terme sont plutôt là pour des centaines ou des milliers d'années. Ça ne semble pas comme beaucoup en termes de la vie d'un humain, mais c'est assez court en termes du temps géologique. Et donc, voici quelques aspects, quelques façons de recycler le carbone que vous peut-être connaissez déjà. La photosynthèse, qui prend le CO2 et le transforme en sucre. La respiration cellulaire, qui prend les sucres et le retransforme en CO2. Et la décomposition, ça c'est un aspect important de tous les cycles de nutriments, azote, carbone et phosphore, où les bactéries, les décomposeurs, les détrivores prennent les choses mortes, les décomposent et donc retournent tous ces nutriments, que ce soit carbone, phosphore ou azote, au sol pour qu'ils puissent être réabsorbés par des plantes et réentrer la chaîne alimentaire. Il y a aussi des processus dans les océans qui contribuent à la distribution du carbone autour de la planète et l'interaction avec l'océan et l'atmosphère. Comme j'ai mentionné, les éruptions volcans relâchent beaucoup de carbone dans l'atmosphère, ainsi que les feux de forêt aussi. Tout le carbone qui est entreposé dans les arbres, dans les plantes, s'il brûle, c'est relâché en forme de CO2 dans l'atmosphère. N'importe quand, effectivement, quand tu brûles quelque chose avec du carbone, du CO2 est produit, si c'est brûlé dans la présence d'oxygène. Donc, ces choses sont des processus naturels qui passent le carbone d'une forme à une autre et fait circuler le carbone dans les écosystèmes. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent interrompre ce cycle. Et donc, juste pour vous donner une idée générale de comment les activités humaines peuvent interrompre les cycles de nutriments, tous les cycles de nutriments, voici le processus, comme tu as vu avant, qui montre le recyclage sans la présence des humains. Et puis les flèches roses et cette liste d'activités humaines montrent un peu comment ils s'impliquent dans ces cycles naturels. Donc le défrichage, l'agriculture, l'expansion urbaine, l'exploitation minière, variées, les industries variées et transports motorisés sont juste quelques-unes des façons où les humains interrompent ce recyclage de ces nutriments, ce qui peut causer des problèmes malgré le fait que toutes ces choses sont assez importantes à notre vie moderne. Donc la combustion des combustibles fossiles et le défrichage augmentent dramatiquement la quantité de carbone dans l'atmosphère. La combustion des combustibles fossiles, ça inclut brûler de l'essence, de l'huile, le charbon, les choses qu'on retire de la terre pour faire brûler, ce qui produit du CO2. Et donc, cela cause un problème. Donc, le CO2 et d'autres gaz à effet de serre sont présents et sont importants pour que la Terre ait une atmosphère assez chaude pour y habiter. Donc, d'habitude, les rayons solaires frappent la Terre et sont reflétés en forme de rayons
infrarouge, une portion est reflétée à l'espace, mais une autre portion est retenue dans l'atmosphère, ce qui sert à réchauffer notre planète. Mais lorsqu'il y a des gaz à effet de serre, comme le CO2, comme le méthane et d'autres gaz à effet de serre qui accumulent dans l'atmosphère, la chaleur qui est reflétée par la Terre n'échappe pas autant de l'atmosphère. Et donc, la chaleur est retenue dans l'atmosphère et devient de plus en plus chaud, comme ça montre dans l'animation ici. Et comme vous voyez dans cette animation de NASA, premièrement, lorsque les molécules de CO2 sont retenues dans l'atmosphère, ça retient la chaleur. Les conséquences de cela sont plusieurs et sont presque tous négatifs. Ça augmente la chaleur, donc ça fait fondre les couches de glace dans le pôle nord, pôle sud, ce qui monte les niveaux de mer, ce qui cause un changement chez les écosystèmes pour plusieurs animaux, et aussi une accumulation de CO2 dans l'atmosphère, dissout dans les océans, ce qui acidifie l'eau. Donc, l'accumulation de CO2 fait par les humains interrompt ce recyclage de CO2 naturel, ce qui peut causer des problèmes. Deuxièmement, le défrichage, une autre façon que les humains interrompent le cycle de carbone, c'est avec le déboisement, l'enlèvement des plantes et des arbres. Et comme tu peux imaginer, un manque de plantes veut dire un manque de photosynthèse, ce qui empêche l'enlèvement du CO2 de l'atmosphère. Et aussi un défrichage complet, comme un coupe à blanc, clear cut, ça peut enlever tous les arbres, toutes les plantes d'une région, ce qui peut causer toutes sortes de problèmes, du ruissellement, les glissements de terrain, perte d'habitat, ainsi de suite. Donc, passons au cycle d'azote. Donc, comme vous voyez ici, il y a une image encore qui montre les grandes parties du cycle d'azote. Le grand réservoir de l'azote, c'est dans l'atmosphère, où l'azote existe en forme de N2, l'azote diatomique ou l'azote gazeux. Et donc, ça, c'est bon que ça soit là en grande quantité pour toutes les plantes et les organismes qui en ont besoin. Malheureusement, cette forme de N2 n'est pas utilisable par la majorité des organismes, surtout les plantes qui en ont besoin pour incorporer dans leur organisme et puis c'est mangé par les consommateurs. La raison pour laquelle c'est très difficile à utiliser en forme de N2, c'est parce que les deux N sont attachés avec une triple liaison, 6 électrons partagés. Et donc, ça, c'est très fort et très difficile à briser et le rendre utilisable. Donc, il y a différentes façons ou différents processus qui le rendent utilisable, heureusement pour nous autres. Un de ces processus s'appelle la fixation d'azote, un autre c'est la nitrification et aussi la décomposition des organismes par les détrivores, etc. Ça aide avec ce processus de le rendre utilisable. Donc la fixation d'azote, ça prend le N2 et le change en nitrate ou ammonium ou une autre forme qui peut être absorbée par des plantes. Et donc, il y a des bactéries fixatrices d'azote qui font justement ça. Une autre chose qui peut le faire, c'est les éclairs, mais évidemment, c'est difficile de contrôler les éclairs. Donc, souvent, les plantes et les fermiers qui font pousser des plantes dépendent des bactéries fixatrices d'azote. Donc, ils ont une enzyme spécialisée qui peut briser cette triple liaison et le changer en forme utilisable. La nitrification est un processus similaire qui prend l'ammonium, NH4, et le rend en changeant NO3, le nitrate. Les deux, ammonium et nitrate, sont utilisables pour des plantes, mais NO3 le nitrate un peu plus. Donc encore, la nitrification et la fixation d'azote rendent l'azote utilisable aux plantes. Et donc, ensuite, les consommateurs comme nous autres peuvent manger des plantes et l'obtenir aussi. Les décomposeurs, c'est une autre façon que les nutriments d'azote qui sont dans les organismes morts peuvent être retournés au sol et donc réabsorbés tout de suite par des plantes. Donc, les décomposeurs qui retournent l'azote au sol, les bactéries fixatrices d'azote et les bactéries nitrifiantes sont les grandes sources de rendre l'azote utilisable. Malheureusement, l'azote peut aussi être rendu inutilisable. Il y a d'autres bactéries qui prennent la forme utilisable, comme le nitrate, et le changent en azote diatomique. En plus, les nutriments, une fois qu'ils sont dans le sol, c'est-à-dire une fois que les formes d'azote qui sont utilisables se trouvent dans le sol, ils peuvent être lessivés. En anglo, le mot est leached, c'est-à-dire enlevés du sol, amenés dans l'eau, et puis amener ailleurs, d'habitude dans les plans d'eau ou éventuellement dans les océans. Et donc, nous sommes vraiment dépendants de ce grand réservoir de N2 et les bactéries qui le rendent utilisable pour fournir tout notre azote utilisable. Mais récemment, les humains commencent à avoir un impact sur le cycle d'azote aussi. Et quand je dis récemment, je veux dire dans les dernières quelques centaines d'années. Et donc, la combustion de quelques combustibles fossiles peut produire certaines formes d'azote qui peuvent causer ce qui s'appelle la pluie acide. Et la pluie acide, ce que c'est qu'il
Il y a des formes d'azote comme le monoxyde d'azote, dioxyde d'azote qui peuvent être libérés dans l'atmosphère, peuvent réagir avec l'eau dans l'atmosphère, et puis lorsque ça retombe comme la précipitation, c'est légèrement acide. Donc, ça peut causer du dommage à des bâtiments qui sont faits, qui peuvent être dissous dans l'acide, mais surtout, c'est un problème pour des écosystèmes qui ne peuvent pas bien tolérer l'acidité. La grande application récente dans l'histoire de l'humanité pour rendre l'azote utilisable, c'est un processus qui s'appelle le Haber-Bosch process. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça prend l'azote de l'atmosphère et ça le transforme en ammoniac ou une autre forme d'azote utilisable largement dans l'engrais, fertilizer en anglais. Et donc, parce que les humains ont réussi à faire cela de façon artificielle et donc de produire de l'engrais en grande quantité, c'était un énorme bénéfice pour l'humanité dans le sens que nous étions capables de produire des énormes quantités de nourriture dans les régions que autrement n'auraient pas pu le faire. Malheureusement, l'engrais qui contient ces formes d'azote utilisables et le phosphore aussi est souvent utilisé en excès. Et donc, l'excès de ces nutriments est souvent lessivé du sol, enlevé du sol par l'eau, amené dans les fleuves, les lacs, les rivières, éventuellement à l'océan, à la bouche de la rivière où ça se rejette dans un plus grand plan d'eau. Et ça cause ce qui s'appelle l'eutrophisation. Et l'eutrophisation arrive lorsqu'il y a cet excès de nutriments présent dans une section d'eau, un environnement aquatique. Cette présence de nutriments en excès permet aux bactéries et aux micro-organismes qui y habitent de manger, reproduire en grand nombre et donc effectivement étouffer l'écosystème. Une fois que tous ces micro-organismes sont en énorme nombre et consomment la majorité de ces nutriments, et donc il n'y en a plus de nutriments à supporter cette grande population de micro-organismes, ces micro-organismes meurent, leur décomposition enlève l'oxygène de l'eau, et ça cause ce qui s'appelle une zone morte dans l'eau, où aucun poisson, aucune vie aquatique peut y habiter. Et ça, c'est l'eutrophisation. Donc, juste une conséquence directe de l'usage de l'engrais extra. Et donc, c'est un impact négatif que les humains ont sur le cycle d'azote. Et finalement, le cycle de phosphore. Encore, vous voyez une image qui montre les grandes parties de ce cycle. Vous pouvez voir en termes de nombre, la grande majorité du phosphore se trouve dans les roches et les minéraux, l'écorce terrestre et dans les sédiments. Et donc, comment est-ce que c'est rendu disponible aux organismes et aux plantes, etc., qui l'ont besoin? Il y a des processus qui s'appellent le soulèvement géologique et la météorisation. Le soulèvement géologique, c'est un peu comme un tremblement de terre où le mouvement des plaques tectoniques expose de la surface de roche en dessous qui contient des minéraux, qui contient du phosphore dans les minéraux en forme de phosphate. La météorisation, c'est un processus où la roche est abattue ou brisée ou fracturée dans une façon qui expose encore l'intérieur de cette roche. Et ensuite, l'eau passe à travers ces roches, dissout le minéraux, dissout le phosphate et le phosphore qui est là-dedans. Et puis, ça peut être donné au sol et ensuite réabsorbé par des plantes. Donc, juste pour vous montrer ça dans une animation, plusieurs facteurs peuvent contribuer à la météorisation. Un facteur, c'est le changement de température, ce qui peut causer des fractures dans la roche et dans les sédiments. L'eau aussi peut pénétrer dans les roches et lorsque ça gèle, puis fond, puis gèle, puis fond, ça peut fracturer la roche aussi. Et donc, lorsque l'eau près de ces roches tout fracturées passe à travers, l'eau peut dissoudre les minéraux là-dedans. Et les minéraux qui contiennent du phosphore deviennent dissous dans l'eau. Éventuellement, l'eau passe près du sol et le sol peut absorber et recevoir une partie de cette phosphore et ces phosphates qui sont dissous dans l'eau, ce qui peut être ensuite absorbé par des plantes. Et évidemment, les consommateurs comme nous autres, nous mangeons des plantes. Et comme avec le cycle d'azote, il y a des impacts négatifs des humains sur le cycle de phosphore. Comme j'ai mentionné, l'engrais en excès, ça contribue à l'eutrophisation et à d'autres problèmes environnementaux, mais il y a aussi d'autres substances chimiques qui ont du phosphate qui peuvent causer des problèmes, comme les détergents phosphatés, certains déchets industriels et l'eau usée et non traitée de l'être humain. Donc, effectivement, les humains utilisent du phosphore dans une autre forme et ça se trouve dans l'environnement par accident et ça cause des problèmes pour des écosystèmes.
Et donc, juste pour récapituler, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote et le phosphore sont recyclés à travers les océans, l'atmosphère et le sol. Les cycles du carbone, de l'azote et du phosphore déplacent ces nutriments à l'intérieur et à l'extérieur des écosystèmes, et les activités humaines augmentent la quantité de carbone, d'azote et de phosphore dans les écosystèmes, causant des déséquilibres problématiques, souvent, par exemple, comme on a dit, dans la forme de CO2 dans l'atmosphère ou l'eutrophisation, etc. Donc, vous devrez être capable de faire la feuille des exercices pratiques de 3.4. Bonne chance!